Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Nous débuterons par un bilan de la séance 2, séance au cours duquel nous avions travaillé sur les caractéristiques du genre fantastique, puis nous passerons à la séance 3, le vampire, pourquoi nous fait-il peur? Dans cette séance, nous commencerons par mettre en relation un texte avec deux images extraites d'un film, puis nous analyserons les sentiments d'un personnage, et vous aurez un exercice à réaliser seul. Il s'agira d'appliquer les caractéristiques du fantastique à l'extrait que nous avons commencé à analyser. Passons donc au bilan de la séance 2. La mort de Guy de Maupassant est un récit fantastique car l'histoire se déroule dans une réalité ordinaire, mais fait surgir un élément surnaturel, le mort-vivant. Le surgissement brutal de cet être n'est pas remis en cause par le narrateur, mais le lecteur est amené à douter de la réalité des visions du personnage, car celui-ci a une mauvaise mémoire, il est troublé par le deuil de son amante, et peut être fiévreux. De plus, les événements se déroulent dans une nuit noire, donc le personnage ne voit rien. À la fin de l'histoire, aucune explication logique n'est donnée au lecteur, qui n'a pu suivre que le point de vue du personnage, qui est aussi le narrateur, car le récit est mené à la première personne. Faites pause dans la vidéo afin de recopier ce bilan de la séance 2 à la suite, dans le cahier. Passons à la séance 3. Séance 3, le vampire, pourquoi nous fait-il peur? Objectif: développer son lexique pour décrire une histoire effrayante. Appliquer les caractéristiques du fantastique à un extrait. Notez donc le titre et l'objectif. Faites pause dans la vidéo si nécessaire. Commençons notre première activité. Il va s'agir de mettre en relation cette image extraite du film de Murnau Nosferatu à cet extrait du roman de Bram Stoker, Dracula. Je vais débuter la lecture de l'extrait. Jonathan Harker est un employé d'un notaire londonien. Il se rend en Transylvanie, région des Carpates, actuellement située en Roumanie, afin d'aider le comte Dracula à régler une affaire immobilière. Il raconte dans son journal son voyage et son arrivée au château de Dracula, où il est accueilli par le comte lui-même. Il fait alors le récit de son voyage. Mon récit terminé, j'avais fini de manger et, à la demande de mon hôte, j'avais approché une chaise de la cheminée et allumé un cigare qu'il m'avait présenté, tout en s'excusant de ne pas me tenir compagnie. Il ne fumait point. C'était la première fois que je pouvais l'observer tout à loisir, et je dois reconnaître que sa physionomie ne pouvait laisser indifférent. Son visage donnait une impression de force, avec son nez fin mais aquilin, des narines particulièrement larges, un front haut et bombé, des cheveux qui se clairsemaient aux tempes, mais ailleurs, épais et abondants. Les sourcils, massifs, se rejoignaient presque à l'arête du nez et paraissaient bouclés, tant ils étaient denses. La bouche, pour autant que je puisse l'entrevoir, sous l'épaisse moustache, présentait quelque chose de cruel, sans doute en raison des dents éclatantes et particulièrement pointues. Elles avançaient au-dessus des lèvres elles-mêmes dont le rouge vif soulignait une vitalité étonnante chez un homme de cet âge. Les oreilles étaient pâles et se terminaient en pointe. Le menton paraissait large et dur, et les joues, malgré leur maigreur, donnaient toujours une impression d'énergie. L'impression générale était celle d'une extraordinaire pâleur. J'avais remarqué le revers de ses mains qu'il avait posé sur ses genoux, et, dans la lueur des flammes, elles m'avaient paru longues et fines. Pourtant, à présent que je les voyais de près, je les découvrais grossières, larges, doigts épais. Étrange constatation, aussi, je remarquai des poils au milieu des paumes. Les ongles étaient longs et fins, presque trop pointus. À un moment donné, le comte se pencha vers moi et ses mains me frôlèrent. Je ne pus retenir un frisson. Peut-être devais-je en imputer la cause à son haleine fétide, mais une terrible nausée s'empara de moi, que je ne pus cacher. Le comte s'aperçut de mon dégoût, car il recula. Avec un sourire effrayant qui découvrit davantage ses dents proéminentes, il retourna s'asseoir à côté de la cheminée. Pendant tout un temps, nous restâmes silencieux. Regardant en direction de la fenêtre, je m'aperçus que l'homme pointait, timide. Un étrange sentiment semblait s'être abattu sur toute la région. Pourtant, en prêtant l'oreille, je perçus le hurlement des loups, très lointain, dans la vallée. Les yeux du comte se mirent à briller. Il me dit: « Écoutez-les, les enfants de la nuit. Quelle musique ils font !» À présent, vous allez essayer de repérer les éléments de l'image qui peuvent être associés à la description qui est ici menée du comte Dracula. Faites pause dans la vidéo,
le temps de réaliser l'exercice. Ou alors, attendez les indices. Vous repérez en couleur les différents indices qui vous sont donnés. Faites à présent pause dans la vidéo, le temps de rédiger votre réponse. Passons à présent à la correction. Nous avons d'abord repéré une mention du nez fin et aquilin. Cela signifie que son nez est fin et qu'il a la forme d'un bec d'aigle. Notons aussi la présence des narines larges en orange et d'un front haut et bombé en jaune. Les sourcils sont, sur l'image et dans le texte, massifs. Cela signifie qu'ils sont larges et touffus. Quant aux oreilles, elles apparaissent en pointe dans le texte comme dans l'image. Les dents sont particulièrement visibles sur l'image. Elles sont à la fois éclatantes, elles sont blanches sur l'image, et aussi pointues. De plus, elles sont proéminentes, c'est-à-dire qu'elles sortent de la bouche. Enfin, notons la présence d'ongles très fins et très longs. Néanmoins, certains éléments du texte ne se retrouvent pas sur l'image. Sur l'image, le conte est chauve, alors que dans le texte, il a une chevelure abondante. Les mains dans le texte sont décrites comme larges et les doigts épais. Sur l'image, les mains ont plutôt l'air fines. Enfin, dans le texte, il est dit que Dracula porte une moustache, alors que sur l'image, aucune moustache n'est visible. Poursuivons la lecture de l'extrait. Quelques jours plus tard, alors que Jonathan est enfermé dans le château du comte, il découvre une pièce étrange. Là, dans une des grandes caisses, j'en dénombrais quelques 50, sur une couche de terre fraîchement retournée, dormait le comte. Je prends le dernier mot. Il n'était pas plus endormi que mort, car les yeux étaient grands ouverts, comme de pierre, mais non vitreux, ainsi que ceux d'un cadavre. Les joues, en dépit de leur pâleur, dégageaient de la chaleur et les lèvres étaient aussi rouges que d'habitude. Par contre, je ne découvris aucun des signes de vie que l'on cherche à trouver sur un corps. Pouls inexistant, respiration nulle, aucun battement de cœur. Je me penchai sur lui, tentant de découvrir d'autres signes de vie, mais en vain. Il ne pouvait pourtant pas jaillir ici depuis longtemps, car l'odeur de la terre se serait éventée en quelques heures. À côté de la caisse, le couvercle perçait de petits trous. Je me dis que le comte devait conserver les clés sur lui, mais quand je me penchai pour le fouiller, je rencontrai son regard, mort, dans lequel je lus pourtant une telle haine, même inconsciente, que je pris la fuite, repassai par la fenêtre et grimpai à nouveau le long du mur du château. Revenu dans ma propre chambre, je me jetai sur mon lit, épuisé, et tentai de rassembler mes idées. Vous allez maintenant procéder au même exercice que celui que nous venons de mener, à savoir associer cette image à cet extrait. Faites pause pour réaliser l'exercice ou attendez des indices. Les indices sont ici plus rares. On peut noter néanmoins la présence des yeux ouverts et fixes, le fait que Jonathan vient de découvrir le conte, la présence de la caisse en bois remplie de terre, et le fait que le regard de Jonathan est dirigé vers le conte. Néanmoins, puisque l'image est figée, on ne peut pas savoir ni voir si Jonathan est en train de chercher des signes de vie. Passons à présent à l'activité suivante. Pourquoi peut-on dire que Jonathan est effrayé par le comte Dracula? Faites pause dans la vidéo pour répondre à cette question ou attendez les indices. Voici les indices. Vous trouverez en jaune les sentiments de Jonathan. Il est d'abord curieux à l'égard du comte, c'est la première fois que je pouvais l'observer. Il éprouve ensuite du dégoût et finalement est pris de terreur à la fin du texte. En orange, vous verrez apparaître tous les éléments qui tendent à décrire le conte comme un animal menaçant. En rose, vous verrez apparaître ce qui montre l'étrangeté du conte, en particulier le fait qu'il ressemble à un cadavre vivant. Et notons néanmoins en bleu l'expression vitalité étonnante qui contraste avec les éléments montrant le conte comme un corps mort. Faites pause dans la vidéo afin de rédiger une réponse complète. Passons à la correction. Jonathan éprouve d'abord une certaine curiosité pour le conte qu'il examine attentivement. C'était la première fois que je pouvais l'observer. Mais en le décrivant, il s'aperçoit que le conte ressemble plus à un animal qu'à un homme.
il lui trouve quelque chose de cruel. Ses oreilles et ses dents sont pointues et la paume de ses mains est poilue. D'ailleurs, Dracula compare le hurlement effrayant des loups à une musique, donc le personnage devient de plus en plus inquiétant. Lorsque Jonathan découvre son cercueil, il est complètement effrayé, car Dracula semble à la fois mort et vivant. Il a toujours cette vitalité étonnante, avec ses lèvres rouges, il a les yeux grands ouverts, mais il n'a aucun des signes de vie. Devant ce spectacle, le personnage est pris de panique et prend la fuite. Faites pause dans la vidéo afin de recopier cette correction. Voici maintenant la présentation de l'activité 3 que vous devez réaliser seul. Activité 3, un récit fantastique. En vous appuyant sur la séance 2 et la définition du récit fantastique, prouvez que cet extrait de Dracula est un récit fantastique. Justifiez votre réponse en 5 phrases minimum. Vous avez donc à télécharger ce document sur Pronote, à faire l'activité et à le déposer dans votre espace avant mardi. Pour réaliser ce travail, voici 2 coups de pouce. Dans le premier, je vous réindique l'ensemble des caractéristiques du genre fantastique que l'on peut trouver dans un texte, à savoir le fait que l'histoire se déroule dans une réalité quotidienne. Le monde décrit pourrait être le nôtre, même s'il se situe dans le passé par exemple. Dans cette réalité surgit un élément surnaturel, qui fait naître doute et incrédulité. Attention, parfois c'est le personnage qui va douter, parfois c'est le lecteur qui sera amené à avoir des doutes. Face à ces doutes, il y a une recherche d'explications logiques. On cherche à donner un sens rationnel à ce qui est irréel ou surnaturel. Néanmoins, à la fin de l'histoire, aucune explication n'est donnée. Et rappelons qu'en général, les récits fantastiques sont menés à la première personne. Maintenant, je vous ai indiqué les lignes dans lesquelles vous trouverez des indices qui permettent de mettre en évidence ces différentes caractéristiques. Faites donc pause dans la vidéo, ouvrez le document sur Pronote et faites l'exercice. La séance est à présent terminée, n'oubliez pas de déposer votre copie sur Pronote. Au revoir.